Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Les réseaux sociaux sont-ils responsables du phénomène de prostitution des mineurs? C'est la question qu'on se pose dans le Grand JT. Et c'est en tout cas la sonnette d'alarme que tire l'Office central pour la répression de la traite des humains. On en parle avec la sexologue Claude Giordanella. Ce sera en première partie de notre émission. Découvrez Les Gardiens de la forêt enchantés, un récit de Marine Calmet où il est autant de questions de défense de la nature que de découverte du vivant. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur l'éducation aux médias à l'école, à l'honneur cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Une forme de MeToo scolaire, les mots de la ministre de l'Éducation suite à l'affaire de Betaram qui a donc libéré la parole sur la violence dans les établissements catholiques. Malheureusement, cela continue et cette fois-ci, c'est à Saint-Nazaire. C'est le directeur du lycée catholique Notre-Dame d'Espérance qui a donc été suspendu vendredi dernier, 24 heures après le début d'une enquête interne menée par le rectorat. En milieu de semaine, on a appris que parents et enseignants avaient alerté le rectorat suite à des comportements inappropriés de cet homme avec des lycéennes en classe de seconde. Ça s'est passé au cours d'un voyage scolaire à Paris. Le directeur ne devait pas faire partie de ce voyage, mais il s'est rendu dans la capitale à la surprise des professeurs, soi-disant pour vérifier que tout se passe bien. Les jeunes filles sont âgées de 15 et 16 ans. Écoutez Philippe Legrand du bureau régional CGT de l'enseignement privé. C'était ce matin au micro, ici, Loire-Océan. La première chose qui nous est remontée, c'est le comportement inapproprié, c'est un euphémisme ou une litote, du chef d'établissement vis-à-vis de jeunes lors d'un voyage scolaire sur Paris. Il se permettait de rentrer dans les chambres des jeunes filles sans frapper, sans se prévenir, etc. Et déjà, il y avait une peur des élèves, voilà, c'est ça qui est rapporté, il y a une peur des élèves, parce que ce comportement déplacé, eh bien, avait une antériorité, notamment au sein de l'internat. Que ça aille vite et qu'on puisse protéger et les élèves et les profs, oui, ça me rassure. Ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'on puisse avoir, s'il s'avère que les faits sont confirmés, des professionnels qui soient en charge d'établissement et qui dysfonctionnent, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors c'est le directeur adjoint qui a repris les rênes de l'établissement et il y avait une cellule psychologique qui a été mise en place pour les élèves, les parents, mais aussi le corps professoral. Et bien sûr, on suit toutes ces affaires de très près dans le Grand JT. Elisabeth Borne s'est exprimée dans les colonnes du Parisien ce week-end pour faire face au manque de professeurs. La ministre de l'Éducation souhaite ouvrir le recrutement après la licence d'ici 2026. Soit en fait 3 ans après le bac et ensuite les former pendant une durée de 2 ans. Une proposition pour pallier au manque d'attractivité du métier. Alors qu'en pensent les syndicats? Écoutez Denis Grisenelli, responsable UNSA Éducation du Bas-Rhin, c'était au micro RMC. Ça ouvre la porte à plus de monde. Faire des études universitaires longues, c'est pas donné à tout le monde. Après, ça suffira pas de faire le concours en L3. Et le gouvernement veut faire de la formation sa priorité. La CGT est favorable à ce changement sous certaines conditions, mais ce n'est pas le cœur du problème, selon justement l'un de ses représentants, Laurent Festower. C'est pas la licence ou le master qui sont les freins à l'attractivité, c'est les salaires. Quand on a des enseignants qui commencent à un SMIC plus 1,2, c'est là où le bas blesse. Vous traversez la frontière ici en Alsace, vous allez en Allemagne et vous avez le double. Et au même moment, les tensions grandissent au sein du gouvernement et notamment entre 3 ministres qui se défient via médias interposés sur le sujet du voile dans le sport. Avec à ma droite, Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur. Au centre, Gérald Darmanin, garde des Sceaux. À la gauche, Elisabeth Borne, à l'éducation. En février, cette question du port du voile dans le sport est revenue sur la table après justement une proposition de loi qui demandait l'interdiction des ports de signes religieux et notamment celui du voile dans l'ensemble des compétitions sportives, y compris au niveau amateur. Elle a été adoptée par le Sénat, un vote qui a été salué par Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, tandis que la ministre des Sports actuelle, Marie Barsac, avait mis en garde contre, je cite, les confusions, les amalgames, évoquant un sujet non prioritaire. Une prise de position qui était également celle d'Elisabeth Borne. Alors toutes les deux ont été publiquement opposées à leurs collègues et Gérald Darmanin avait critiqué leur naïveté avant de mettre dans la balance sa démission. Alors suite à ces attaques, réponse d'Elisabeth Borne chez nos confrères du Parisien ce week-end: je n'ai aucune leçon à recevoir
recevoir de personnes sur les sujets liés à la laïcité. Au-delà des interdictions, il est donc important qu'on agisse pour lutter contre la progression de l'entrisme dans la société. Réplique cette fois-ci de Gérald Darmanin, son collègue sur BFM hier. Je n'ai aucune leçon non plus à recevoir de république, de fraternité et de respect de l'autre. En attendant, il y a 3 jours, François Bayrou a tranché. Le gouvernement va bien inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale cette proposition de loi. Rendez-vous donc mercredi pour le prochain Conseil des ministres qui s'annonce tendu. Indignation et consternation 2 jours après l'agression antisémite d'un rabbin devant son fils de 9 ans. C'était à Orléans. Emmanuel Macron a dénoncé le poison de l'antisémitisme. Nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction. C'était sur X ce week-end. Le rabbin, avec son fils, sortait de la synagogue. Il rentrait chez eux quand un adolescent de 16 ans, inconnu des services de police, l'a agressé, insulté, mordu à l'épaule. Une enquête a été ouverte. Jonathan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a qualifié cette agression de lâche et de violente. Un sentiment partagé par le président de la communauté juive d'Orléans, André Druon. C'était au micro RTL. Le sentiment, c'est la colère, le ras-le-bol de cette violence gratuite vis-à-vis de notre communauté. Je ne dis pas qu'il y a de la peur, mais évidemment, on est revenu à une situation antérieure, à savoir que la synagogue va être visée, se cacher, raser les murs. Et hier soir, ce sont plus d'une centaine de personnes qui se sont rassemblées place de la Bastille à Paris pour manifester justement contre l'antisémitisme à l'appel de l'Union des étudiants juifs de France. Je propose d'écouter ces 2 témoignages recueillis par France Inter. On aimerait ne pas être seul, que tout le monde se sente mobilisé pour nous défendre. Malheureusement, ces actes antisémites se multiplient en France. La mobilisation de ce soir, elle est rassurante. Mais oui, je suis juif et je pense que 99% des gens qui sont ici sont juifs aussi. Donc c'est ça, ce sentiment de solitude un petit peu. Une autre marche silencieuse, cette fois-ci, de soutien pour dénoncer et lutter contre l'antisémitisme se tiendra demain à 18h devant la synagogue d'Orléans. L'État, une nouvelle fois condamné à indemniser les parents d'un élève de 6e qui s'est suicidé après avoir été victime de harcèlement et de violence dans son collège. C'était en 2018. 92 000 € d'indemnisation. C'est le verdict qui a été prononcé par le tribunal administratif de Versailles. Les juges estiment que l'État n'avait pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à ces agissements, écrit notamment le tribunal dans un communiqué. Ils estiment au passage que l'administration n'a pas pris les sanctions qui s'imposaient à l'encontre des élèves mis en cause. Après un changement de collège en avril 2018, la situation de l'élève s'était améliorée. Toutefois, le tribunal a jugé que le lien entre le harcèlement qu'il avait subi pendant plusieurs mois et son suicide était démontré. À Saint-Étienne, c'est un retour en classe difficile pour les élèves du collège Jules Vallès. Car il y a quelques jours de cela, plusieurs individus sont entrés dans cet établissement avant d'y mettre volontairement le feu, notamment dans une salle de stockage utilisée par la section SECPA. Un incendie qui s'est propagé aussi à la salle d'à côté avant d'être stoppé par les portes coupe-feu. Vendredi, l'équipe pédagogique a donc encaissé cette nouvelle. Écoutez, Charlotte, c'est la directrice justement de cette section. Du choc et de la sidération, je pense surtout aux élèves, je pense aux professeurs, aux parents, à l'équipe du collège en général, oui, de la sidération et du choc. On s'attaque à l'avenir des gamins aussi, quelque part. Alors tout au long du week-end, les salles ont été nettoyées, aérées, désinfectées. Les cours ont pu reprendre ce matin, notamment dans les salles à l'étage. Au rez-de-chaussée, il va falloir attendre mercredi. Des ordinateurs ont également été volés lors de cette intrusion. Une enquête est ouverte. Enfin, depuis hier et jusqu'à mardi, profitez du printemps du cinéma. 2500 salles en France qui participent à cette opération organisée par la Fédération nationale des cinémas français depuis l'année 2000. L'an passé, ce sont plus de 2,5 millions d'entrées qui ont été enregistrées dans les salles obscures. Chaque billet vendu est un tarif de 5 € avec une majoration toutefois pour les films en 3D ou les séances spéciales. C'est quand même près de 30% en moins par rapport au tarif moyen estimé à 7 €. Alors pour le président de la Fédération nationale des cinémas français, Richard Patry, au micro d'RMC, cette année, on peut miser sur un panel très large en termes de films. En ce début d'année, on est en recul, mais on espère bien rattraper le tir avec ce week-end de fête du cinéma. Et il y a vraiment de très très belles choses, que ce soit sur les films qui sortent cette semaine, Les Bodins, Ma mère, Dieu Silvertan, ou les films comme Mickey où on ira. La proposition est très large. Vous avez de quoi venir une première fois, même y retourner une deuxième et une troisième fois. Et donc, vous pouvez en profiter pour venir découvrir des choses que vous avez envie de voir, mais peut-être des choses un petit peu plus différentes de ce que vous allez voir habituellement au cinéma, prendre un peu plus de risques, puisqu'il y a une programmation qui est vraiment très très diversifiée.
Alors venez nombreux, le printemps du cinéma, c'est jusqu'à demain. Merci beaucoup Guillaume. Des victimes de plus en plus jeunes et de plus en plus débauchées en ligne grâce au numérique. C'est l'inquiétude émise par l'Office central pour la répression de la traite humaine qui s'inquiète des chiffres en France de la prostitution des mineurs. On en parle tout de suite avec notre invité. Et je suis ravie d'accueillir pour en parler Claude Giordanella. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sexologue, clinicienne, formatrice en santé sexuelle, co-directrice diplôme universitaire santé sexuelle et droits humains, Paris Cité. Paris Cité, c'est à Bichat, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. La prostitution, on en parle bien sûr, c'est l'objet de notre émission. Elle existe depuis la nuit des temps. Je veux d'ailleurs rappeler quand même qu'elle est légale en France, mais c'est la monétisation, et sauf si je me trompe, mais de ces relations qui est interdite depuis 2016. Autrement dit, il est interdit d'acheter des relations de nature sexuelle. Mais ce qui se joue ici, on va en parler plus précisément, et c'est à un autre niveau, puisqu'on parle de prostitution des mineurs essentiellement. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, la prostitution des mineurs. Il y a une loi qui encadre spécifiquement la prostitution des mineurs au regard de la loi qui encadre celle des majeurs. Et dans la loi, pour les mineurs, la prostitution des enfants est interdite sur le territoire de la République. Bien sûr. Voilà. Et tout acte commis sur un enfant de moins de 15 ans est considéré comme un viol. Tout à fait. Voilà. Important de le rappeler quand même, parce que, lorsque la différence d'âge est de moins de 5 ans, mais c'est important de le rappeler pour comprendre ce qui se passe. C'est pas un phénomène nouveau, mais en revanche, on voit de plus en plus de prostitution chez les mineurs aujourd'hui. Oui. Alors, c'est pas un phénomène nouveau, mais je pense qu'on le repère beaucoup mieux. Et on en parle plus aussi. Et peut-être qu'elle est aussi, on va dire, démultipliée par le fait des réseaux sociaux et des sites qui sont beaucoup plus accessibles aux jeunes de plus en plus tôt. Combien de mineurs sont concernés par la prostitution aujourd'hui en France ? On estime, on n'a pas de chiffre exact, on estime entre 15 et 20 000 enfants, à peu près. Alors 15 et 20 000, j'ai bien fait de vous poser la question parce que tout ce que j'ai lu sur beaucoup d'articles parle entre 8 et 12 000. Oui. Vos chiffres sont bien plus supérieurs. Ça veut dire que pourquoi on n'arrive pas à évaluer à ce point-là ? D'abord parce qu'on n'a pas de chiffres officiels, on n'a pas d'enquête officielle qui travaille sur la prostitution des enfants, d'une part. Et nous, on dit 15 à 20 000 parce qu'on est dans le secteur, évidemment, on les côtoie, ces enfants, et qu'il y a beaucoup de situations qui sont sous-estimées et qui ne sont pas repérées en tant que telles comme prostitution des mineurs au départ. On est beaucoup dans la marchandisation du corps et on n'est pas encore forcément dans la prostitution des mineurs. Donc il y a des enfants qui utilisent la marchandisation du corps via les réseaux sociaux, via les outils numériques, et qui s'ouvrent des portes, malheureusement, sur la prostitution, c'est-à-dire sur des échanges sexuels tarifés. On va en parler plus précisément. Quand vous me dites que ces chiffres-là ne sont pas précis, faute d'enquête sur la prostitution des mineurs, est-ce que c'est une façon, et pardon, je ne veux pas faire de mauvaise politique, ni de... Voilà, je ne cherche pas un coup de pub pour le grand JT, je veux juste comprendre. Ça veut dire que l'État ne s'intéresse pas à la question de la prostitution des mineurs ? Ce n'est pas forcément un thème... ouvert par l'État, on va dire. C'est un thème qui dérange. Ça vient parler de la sexualité abîmée, ça vient parler des violences sexuelles des enfants. C'est difficilement repérable. On a beaucoup de tabous dans ce cadre-là. Et c'est compliqué d'ouvrir des enquêtes, parce que d'abord, il faut l'autorisation des parents. On imagine bien que les parents, c'est pas très facile pour eux. Donc c'est difficile de travailler sur des enquêtes un peu ouvertes. Et puis il y a peu de moyens. C'est pas aujourd'hui un thème de santé. C'est un thème de santé publique pour moi, mais c'est pas forcément un thème politiquement correct. Donc je vais plus loin dans ma réflexion. La défense des droits des enfants n'est pas un thème majeur, n'est pas une préoccupation majeure pour l'État ? Moi, j'aurais tendance à dire que ça ne l'est pas assez. Ça l'est jusqu'à un certain point, mais ça ne l'est pas assez parce qu'on a très peu de moyens. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est complètement investi. Ça l'a été en 2019-2020. Et puis, depuis, on a un peu fait marche arrière et on a beaucoup moins de subventions, on a beaucoup moins de... Que s'est-il passé pour qu'il y ait une marche arrière ? Je pense qu'il y a d'autres thèmes qui sont passés au premier plan et finalement la prostitution des enfants, 15-20 000 enfants, c'est pas non plus des chiffres, c'est des chiffres énormes pour les enfants qui sont dedans, mais c'est pas non plus des chiffres énormes au regard de tous les phénomènes de société qui nous impactent aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on n'a pas remis au premier plan.
Peut-être pour cette question du tabou dont vous parliez, effectivement, sur la prostitution de manière générale. Je pense qu'il y a quand même cette notion du tabou qui est essentielle, quoi. Lever le tabou sur se dire que la prostitution, ça existe, que les échanges tarifés, ça existe, et que des enfants sont de plus en plus jeunes sollicités dans ce cadre-là, ça existe aussi. Mais ça fait peur, sans doute, aussi. Et peut-être qu'il n'y a pas non plus suffisamment de professionnels formés aussi pour mieux repérer, mieux accompagner, mieux agir. Selon Lénaïque Lebail, quand on parle de profils de plus en plus jeunes, chef de l'Office central pour la répression des traites humaines, il y a désormais beaucoup de dossiers où les victimes sont âgées de 12-13 ans. Ça aussi, on le voyait déjà plusieurs générations avant ? Alors non, moi j'ai commencé il y a 10 ans vraiment à travailler dans le cadre de la prostitution des enfants. Et en fait, on était sur des enfants qui avaient plutôt 14, 15, 16 ans. Aujourd'hui, on recule de plus en plus et on voit que oui, il y a déjà des enfants qui, dès l'entrée en 6e, sont engouffrés dans ce système. La 6e, c'est aussi l'arrivée du téléphone portable. Et vous parlez des réseaux sociaux, c'est aussi lié forcément pour oui, vous. on trouve beaucoup de liens. Alors c'est pas systématique, mais on trouve beaucoup de liens avec les outils numériques, bien évidemment. Les enfants ont à peu près un smartphone en 6e et ça reste un outil dangereux. On ne leur donne pas suffisamment de protection par rapport à ça. On a plusieurs questions effectivement par rapport à la prostitution des mineurs et la responsabilité justement de ces acteurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire que Facebook, Instagram, TikTok et autres. À quel moment, ou les applis de rencontre, Tinder, Grindr, à quel moment ces applications-là, ces sites-là ont une responsabilité dans ce qu'ils vont créer ou pas, dans le contenu qui est échangé? En fait, leur responsabilité, c'est de ne pas suffisamment protéger les plus jeunes qui rentrent sur ces réseaux. Alors, c'est très facile de s'inscrire, c'est très facile de tricher sur son âge, c'est très facile d'ouvrir un compte et d'échanger autour de ce compte. Et il y a très peu de modération, il y a peu de protections qui sont faites pour ces enfants qui s'engouffrent. Alors, on sait aussi que l'adolescence, c'est aussi une période où on triche un peu sur plein de choses, y compris sur son âge et tout. Mais là, ça entraîne quand même dans des situations extrêmement gravissimes. Donc, c'est vrai qu'on trouve que les responsabilités ne sont pas suffisamment prises pour pouvoir limiter l'accès des plus jeunes à ces réseaux qui pourraient, même si la loi elle existe, mais malgré tout, il n'y a pas suffisamment de protection pour ces jeunes. Oui, une protection qu'on a tenté d'avoir effectivement, notamment par l'action de l'État et une volonté de pouvoir justement normaliser, légaliser ou non. C'est l'accès, notamment Meta, mais ça n'a pas fonctionné. Dans une enquête publiée par Street Press en juillet 2024, une dizaine de jeunes hommes avaient déclaré avoir été incités à la prostitution quand ils étaient mineurs par des hommes de 50 à 70 ans. C'était via l'application Grindr, qui est donc une application qui est faite pour plutôt des personnes qui cherchent une sexualité du même genre que la leur. Et donc, on voit ces hommes qui avaient clairement dit qu'il y avait une incitation à la prostitution. Comment on en arrive à tomber là-dedans directement ? Tous ces jeunes sont extrêmement vulnérables en fait. Ils recherchent d'abord une image, ils recherchent des gens qui répondent, des gens qui regardent, qui sollicitent. Donc c'est extrêmement facile et plus ces jeunes sont vulnérables, plus c'est facile de s'engouffrer dans ces schémas. C'est-à-dire que tous les jeunes qu'on peut voir dans le cadre de la prostitution sont quand même des jeunes qui ont vécu, qui ont une sexualité abîmée, qui ont vécu des violences sexuelles dans la vie à un moment donné. Ça n'a pas été travaillé, ça n'a même pas été dit des fois, ça n'a pas pu être dit, et, parce que ça reste un tabou quand même. Et à un moment donné, plus on est vulnérable, plus on recherche des rencontres, et plus les rencontres fictives nous paraissent loin, parce que l'écran vient faire justement un écran, et on se sent protégé, et en fait on ne l'est pas du tout. Parce qu'en face, les personnes qui sollicitent sont quand même des hommes et des femmes qui ont des manipulations, des façons de fonctionner qui entraînent doucement les jeunes autour des rencontres. Alors, tant qu'elles sont fictives, les rencontres, on va dire qu'on ne craint pas trop, même si on craint déjà beaucoup de montrer son corps sur des réseaux, de montrer des attitudes hypersexualisées.
des actes sexuels, de mimer des actes sexuels, c'est déjà un grave danger. Mais petit à petit, en fait, ces jeunes se sentent entraînés, d'abord menacés, parce qu'il y a des... Une fois qu'on a commencé à envoyer des photos, c'est quand même un objet d'échange, c'est quand même une menace. Et donc ces jeunes, comme ils sont très très vulnérables, filles et garçons, finalement sont entraînés, sont happés, sont mis sous emprise. C'est de l'extorsion en fait, à chaque fois avec des photos qui sont délivrées, on menace souvent les parents. Souvent ça commence comme ça, il y a des photos qui sont diffusées parce qu'il y a eu une forme de séduction qui n'est pas claire, mais il y a eu une forme de séduction. Comme ces jeunes sont vulnérables, ils ont renvoyé ces photos. Et puis après ça devient un objet d'échange et ça devient une vraie menace. L'escorting, le michetonnage, on en parle pas mal, ce sont des mots qui sont rentrés plus facilement que prostitution dans le langage commun. Et pourtant, ça dit exactement la même chose, non ? C'est tout à fait ça, c'est de la prostitution. On utilise le mot escorting parce que c'est très chic finalement. On nous montre dans plein de films la place de l'escorte, mais depuis très longtemps, ça a une espèce de valeur sociale. Ça fait partie... d'un monde un peu particulier qui est difficilement accessible. Il y a des tas d'objets de luxe autour. Donc ça donne un décor un petit peu particulier qui est attirant. Mais on peut en vouloir à Pretty Woman, on peut en vouloir à Richard Gere pour ça. Moi, je veux dire, j'en plaisante, mais est-ce que c'est aussi des images aussi qui restent et finalement qui ont été vécues comme des histoires évidemment fictives, inventées, romantisées ? On romance beaucoup. Voilà, on romance beaucoup, ouais. Et du coup, aujourd'hui, dont on voit bien les résultats dramatiques, c'est-à-dire que... C'est des légendes qui attirent en fait, et puis c'est les nouveaux contes de fées pour les jeunes. Alors peut-être pas Pretty Woman parce qu'il est un peu vieux le film, mais ne me dites pas ça. Oui, je sais. Mais les jeunes, on sont moins en lien avec Pretty Woman. Mais même les derniers films qui sont sortis sont très romancés et donnent une forme, on va dire une forme assez fausse de liberté autour de la sexualité. Et c'est quand même ce qu'on cherche aujourd'hui, cette forme de liberté de la sexualité, d'avoir l'impression de maîtriser, d'avoir l'impression d'être libre de choisir. Et en fait, il n'y a aucun choix. Mais c'est un peu cette façon romantique de montrer les choses qui fait que ça donne une illusion. Et cette illusion, elle est importante à l'adolescence. Mais banaliser, c'est vraiment finalement amoindrir l'aspect dramatique d'une prostitution. Lorsque aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent, on m'a demandé, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, on m'a proposé de l'argent contre une photo de mes pieds. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je peux quand même le vendre. Mais c'est quoi la suite finalement ? Est-ce que c'est dangereux ? Oui, c'est dangereux parce que de toute manière, celui ou celle qui demande la photo de pied, elle va pas faire une expo, il va pas en faire une expo, c'est clair. Donc on est vraiment sur quelque chose autour de l'excitation sexuelle de celui qui va recevoir la photo. Donc, et les jeunes ne sont pas forcément au courant là-dessus. Ils ont vraiment cette impression, effectivement, il y a plein de jeunes qui dans les consultations me disent oui, c'était pas grave, on m'a demandé un pied, du coup j'ai pris un peu d'argent, ça m'a fait de l'argent de poche. Mais en fait, quand on leur dit mais à quoi servent ces pieds ? Ces photos, ça sert à une excitation sexuelle pour des gens qui sont très fétichistes, par exemple. Et puis, à un moment donné, quand on leur explique tout ça, c'est vrai que ça vient un peu faire tomber l'illusion et ça vient un peu les effrayer. Mais avant, tant qu'on ne leur a pas dit, ils s'engouffrent par cette voie-là. Mais justement, ont-ils conscience, alors jeunes et moins jeunes, je le répète, parce que malheureusement ça ne concerne pas non plus qu'une partie de la société, mais bien tous les Français, même tout le monde entier, quand on met un pied, si je puis dire, dans ces photos de pieds, justement, qui sont devenues un gimmick sur les réseaux, eh bien, est-ce qu'ils sont conscients de la dangerosité de ce qu'il y a après ? Non, souvent... Personne ne leur en parle ? Non. Pas de sensibilisation ? Il n'y a pas beaucoup d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, même si on en parle beaucoup aujourd'hui et que ça s'améliore dans plein d'endroits. Mais quand même, ce n'est pas très équitable encore. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et c'est une voie qui leur paraît... visiblement lointaine, protectrice, et qui n'est pas liée forcément à la sexualité pour eux. Donc en fait, pourquoi pas ? Pour gagner de l'argent, pourquoi pas ? Alors justement, le problème de l'argent est aussi important parce que ça a toujours été une raison de dire je vais gagner de l'argent, mais est-ce que aussi la situation dans laquelle se trouvent les jeunes aujourd'hui, avec les difficultés pour se nourrir, pour se loger, etc., pousse des jeunes à faire n'importe quoi justement pour de l'argent ?
Alors oui, bien sûr que l'argent, c'est quand même essentiel aujourd'hui dans notre société. Les jeunes en manquent beaucoup, notamment pour faire des études, par exemple, ou pour vivre simplement. Voilà, donc c'est aussi un appât important. Mais cet argent, il vient aussi parler de la valeur qu'ont les jeunes d'eux-mêmes. Comme ce sont des jeunes très abîmés, finalement, plus on leur donnera de l'argent, plus ils vont récupérer une forme de valeur et d'estime d'eux-mêmes. Ils n'en ont pas beaucoup, ces jeunes, au départ, parce qu'ils ont été abîmés. Donc en fait, l'argent vient reprendre un peu, vient renforcer un peu cette valeur, qui ne sont pas beaucoup d'eux. Mais on parle de jeunes très abîmés, notamment beaucoup des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Mais est-ce que réellement, c'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les jeunes de toute classe sociale qui sont concernés par la prostitution? Alors aujourd'hui, oui, dans les consultations, on peut voir que c'est vraiment des jeunes de toute classe sociale et de tout milieu, c'est pas forcément des jeunes des cités, c'est des jeunes des beaux quartiers, c'est des jeunes en France, sur tout le territoire français. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un vrai sujet de santé publique aujourd'hui. Et c'est important. Et ça touche vraiment tous les jeunes, avec un critère vraiment important et commun à tous ces jeunes, c'est qu'ils ont vécu quelque chose de l'ordre de la sexualité abîmée dans leur vie, à différents niveaux. Soit ils ont été abîmés pendant leur enfance, leur petite enfance, et on voit bien avec les chiffres de l'inceste ou avec les chiffres des violences sexuelles vécues des enfants, on est quand même par à peu près 2 à 3 enfants par classe de 30, c'est énorme, et du coup ces enfants-là sont très vulnérables en fait. La question des réseaux sociaux, de la prostitution, c'est aussi une porte d'entrée sur les réseaux de trafiquants. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet qui est complètement alors, en dehors des discussions de famille, des discussions aussi pendant les cours d'éducation à la vie affective et sexuelle? Et donc, est-ce qu'ils sont conscients que ça touche non seulement tous les enfants du monde, mais aussi les Français, et que c'est vraiment le début de la voie vers la pédocriminalité? C'est-à-dire qu'ils peuvent être chassés par de grands criminels français. On en parle très peu, et il faut dire aussi que les ados aujourd'hui qui sont dans la prostitution des mineurs ne sont pas forcément dans des réseaux de traite. En fait, ils sont dans des micro-réseaux entre eux, c'est-à-dire que le proxénète ou la proxénète, enfin la personne dite proxénète ou proxénète, ça peut être le copain, ça peut être la copine qui a 2-3 ans de plus, voilà, et on est dans des micro-réseaux comme ça qui sont pas encore très clairs, et c'est pas du tout les réseaux de traite des êtres humains comme on les connaît, avec des personnes qui sont très abîmées, qui n'ont plus de papier, qui sont dans un esclavagisme terrible. Mais on est vraiment sur des choses très fluides. Enfin, si on peut utiliser ce mot-là, en fait. Et c'est le copain qui aide, c'est la copine qui aide, qui a un bon plan et qui file un bon plan à l'autre. Donc c'est la quête d'argent, quoi. C'est le capitalisme qui fait ça? Parce que ce dont vous parlez, c'est vraiment le côté, le bon plan, etc. On est vraiment dans recherche d'argent, quoi. On ferait n'importe quoi. On ne se pose pas la question. Oui, on ferait n'importe quoi, mais c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi. C'est bien ces jeunes très vulnérables. Parce qu'il y a d'autres jeunes qui vont aller travailler dans des fast-foods, dans des choses comme ça, pour récupérer un peu d'argent. Alors ça demande un peu plus de temps, parce qu'en général, c'est payé un peu moins cher, mais on est vraiment aussi dans une société d'hyperconsommation. Pour être accepté dans notre société, il faut avoir des références, des fringues de telle marque, des objets de telle marque. Et ça attire beaucoup aussi les jeunes quand on ne peut pas... En début d'échange, vous disiez qu'il n'y avait pas d'enquête réellement sur ce sujet qui manifestement intéresse peu l'État. La traite des enfants reste un crime extrêmement peu coûteux et peu risqué surtout, mais très lucratif selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui a estimé les profits illégaux quand même... Écoutez, parce que c'est assez effrayant, à 236 milliards de dollars par an. Oui, donc c'est un monde qui brasse énormément d'argent. Il y a beaucoup de gens qui récupèrent de l'argent autour de ça, mais qui ne sont pas du tout dans le système de la prostitution, mais qui sont plutôt dans les hauteurs de tout ça, et qui n'ont pas intérêt à ce que ça change et à ce que ça se modifie, clairement. Les enfants n'ont pas beaucoup d'intérêt finalement dans ce cadre-là. Avec une augmentation spectaculaire de 64 milliards de dollars en 10 ans. Donc ça veut dire aussi que les réseaux sociaux dont on parlait, probablement, sont quand même en partie responsables de cette augmentation, de cet accès facile. Oui. C'est ça, ils ont permis un accès facile. Et je trouve que ce serait intéressant qu'ils se posent la question de savoir quel accès facile à quoi. Et c'est pas être dans une société hyper libérée que de faire tout et n'importe quoi. On sait aussi que ça vient heurter, ça vient bousculer les jeunes, ça vient bousculer ces adolescents et ces adolescentes, et ça vient surtout abîmer leur sexualité après, et que c'est compliqué de sortir du système, ça prend beaucoup de temps, et il faut beaucoup de soins.
et que ces soins sont aussi très coûteux. Et ces soins ne sont pas forcément hyper sollicités facilement, quoi. Les professionnels ne sont pas comme ça facilement accessibles. Bien sûr, puis il y a toujours la question de tabou et de honte. Et puis il y a toujours le tabou de la sexualité. Est-ce qu'on en parle? Comment on en parle? Et voilà. Merci beaucoup Claude Giordanella d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci. Je rappelle que vous êtes sexologue clinicienne, formatrice en santé sexuelle également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause et on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marine Calmet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entre autres autrice de cet album Les Gardiens de la forêt enchantée, illustré également par Delphine Balme. C'est aux éditions Attise, collection rêvée. Ulysse, ce jeune garçon qu'on va découvrir au début de cet album dans sa vie très classique, ce qui arrive assez rarement parce qu'on arrive en général droit au but. Là, au contraire, on prend le temps, et vous allez nous raconter certainement pourquoi, on prend le temps de l'imaginer dans une vie assez classique avec ses grands-parents qui font la première page d'office, à explorer les bois, à construire des cabanes. Il adore a priori la forêt et puis vient ce projet de ce parc d'attractions qui va peut-être voir un jour le jour justement. Dans cet album, ce sont les enfants qui vont alerter contre la menace, le danger. C'était un point de vue que vous vouliez prendre absolument? Oui, en fait, ce livre, c'est une transposition des idées de Christopher Stone, qui est un juriste américain qui a été le premier à théoriser les droits de la nature. Et je voulais l'expliquer aux enfants sous un angle qui leur était accessible, en parlant de ce qu'eux peuvent faire et de ce qu'eux peuvent ressentir aussi comme urgence de faire leur part. L'enfant comme l'étincelle, petit par sa taille, grand par son pouvoir, c'est là vraiment avant même de démarrer, c'est quand même ce qu'on peut lire tout de suite. Autant dire que ce sont aussi les futurs citoyens de demain, et donc ce sont eux qui vont avoir justement les moyens d'agir. Oui, et pour ça, il faut que ça passe à la fois par une histoire de reconnexion à la nature, comment on se sent soi-même lié à la fois par l'histoire des grands-parents, l'attachement donc quasi-filiation qu'on a avec les milieux auxquels on a ce sentiment de lien, et puis par une histoire qui engage finalement les enfants dans une réflexion de comment est-ce qu'on peut profiter de la nature sans la détruire. Comment est-ce qu'on peut aussi trouver du plaisir dans les choses qui existent aujourd'hui, et comment on adresse la question de ce qui est juste comme équilibre justement dans tout ça. C'est-à-dire, est-ce que détruire la nature pour des questions de parc d'attractions ou des questions non vitales en fait en général, c'est quelque chose qui demain doit être considéré comme désirable, enviable. Et donc grâce à une histoire qui pourrait ressembler à l'histoire de chaque enfant, je pose la question fondamentale de comment faire pour défendre la nature lorsqu'elle n'a pas de droit et lorsqu'il n'y a pas de gardienne et de gardien pour la défendre. Donc ça fait écho aussi à mes autres ouvrages qui, eux, étaient écrits pour des adultes, mais qui permettent, je pense, aussi d'être, pour les professeurs notamment, une entrée en matière du sujet, pour leur permettre ensuite d'aborder dans leur classe, par exemple, ce sujet de qui représente la nature. Comment on fait pour parler pour un arbre, pour un écureuil, comment on fait pour se mettre à la place des autres qu'humains. Oui, alors justement, vous parlez de ces instituteurs ou professeurs qui sont dans les classes. Pareil, c'est aussi une des illustrations de Delphine Balme qui donc a écrit cet album avec vous. Et on voit cette enseignante qui parle, mais parce qu'il y a effectivement la venue de ce visiteur avec un casque bariolé, donc qui vient annoncer cette forêt enchantée, ce projet de construction de forêt enchantée. Auparavant, est-ce que cette institutrice, alors c'est là où je vous laisse raconter ou pas, mais est-ce qu'elle a fait le devoir, si je puis dire, de raconter justement l'importance de la nature, ce qu'était la nature? Est-ce qu'on a besoin d'aller peut-être un peu plus enseigner cela à l'école? Probablement, et en même temps, je pense qu'il y a une part de lien familial, de sortie dans la forêt le week-end avec les parents, en famille, etc. Et puis, il y a ce rôle finalement, des professeurs, effectivement, de s'organiser, de s'éveiller pour faire des ateliers en nature, pour sortir avec les enfants. Et en même temps, cette scène dans la classe, elle est importante pour moi parce que Ulysse, en fait, c'est mon fils. Et dans cette histoire, quand je lui lis cette page-là, le premier déclic qu'il a, c'est de dire « Ah, super, un parc d'attractions, j'adore les parcs d'attractions ». Et en fait, tout le reste de l'histoire montre sa prise de conscience de un parc d'attractions, d'accord, mais est-ce que c'est souhaitable de détruire la forêt pour ça ?
Et puis, il y a aussi la question du plaisir immédiat, effectivement, de ce fameux parc. Alors, immédiat, même si ça prend 2 ans, ça reste immédiat. Et des conséquences futures qui sont, évidemment, à estimer sur une dizaine, voire une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Et puis surtout, de comment est-ce qu'on peut s'amuser autrement. Parce que le livre, il finit là-dessus, c'est-à-dire que dire non à un parc d'attractions, c'est pas dire non à toute forme d'amusement, renoncer au plaisir, c'est construire quelque chose avec les autres, humains et autres qu'humains. Donc on est vraiment dans un message qui se voulait pas culpabilisateur, mais qui se voulait au contraire créateur de propositions. Non, mais il y a les émotions qui sont en jeu, et quand on reprend encore ce dessin qui est très parlant, on voit, alors c'est difficile à montrer effectivement à l'antenne, mais lorsque vous allez acheter effectivement l'album, vous allez comprendre, on voit le visage de cette enseignante, et c'est très inspirant, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est dubitative, à la fois les bras croisés, hein, ce côté qui m'arrive souvent alors que je suis passionnée parce qu'on raconte, mais ces bras croisés un peu si sceptique quant au projet, une espèce de mine un peu grisée, et en même temps ce rose à joues avec le côté enfant par l'attraction super, ils vont être heureux, et en même temps je suis dépitée parce que moi je sais ce qui va se passer. Bah oui, et en même temps du coup dans l'histoire c'est Ulysse aussi qui montre qu'il peut réunir les autres et fédérer les adultes qui vont pas forcément réagir, justement, qui vont peut-être avoir le message comme une énième nouvelle, pas forcément réjouissante pour eux, mais Ulysse montre qu'il est capable, grâce à sa famille, grâce à ses amis, de fédérer justement et de dire peut-être qu'on n'a pas envie de ça en fait pour notre village, peut-être qu'on n'a pas envie de vivre comme ça. Alors sauver la forêt, c'est aussi sauver notre oxygène, mais c'est aussi sauver les animaux, encore une fois, qu'on voit dans beaucoup d'illustrations dans ce livre. Il y a ce lien avec intergénérationnel, donc, dont on parlait avec les grands-parents et les parents, qui est très fort. Pourquoi avoir voulu montrer ça c'est comme ça qu'on peut sauver aussi la planète, c'est en parlant avec les générations. Oui, alors pour moi c'était évident, ce lien avec les anciens, il est important parce que c'est transgénérationnel, l'attachement à la nature. Quand on dit aujourd'hui nous sommes déconnectés du vivant, c'est justement grâce à nos histoires qu'on peut se reconnecter et grâce à l'amour qu'on porte aux autres. Et le grand-père et la grand-mère d'Ulysse, eh bien, ils sont aussi rattachés émotionnellement, leurs premiers amours, leurs premières histoires à cette forêt. Et ça compte beaucoup pour Ulysse de s'engager à protéger sa famille. Et en fait, aujourd'hui, les luttes environnementales ou simplement l'engagement, il peut venir de notre attachement plus profond à notre histoire aussi. C'est-à-dire que le livre, il explore évidemment la dimension naturaliste, l'amour des animaux, l'amour des autres, mais aussi l'amour de nous-mêmes, l'amour de notre famille et de ces liens d'attachement très puissants. Alors on raconte l'histoire, encore une fois, sans tout dévoiler, mais bon, y a une mobilisation générale qui se fait, le club de pétanque qui est en jeu, donc les grands-parents qui alertent tout d'un coup. Enfin, il y a une sorte vraiment de volonté, comme on peut voir très souvent aujourd'hui avec les autoroutes qui se créent, de nombreuses personnes qui se mobilisent. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais enfin c'est une situation, voilà, et qui est illustrée ici. Et ces hommes qui sont un peu montrés du doigt quand même, hein, qui sont les personnages de chantier, mais qui sont un peu pris aussi au dépourvu, qui ne savent pas trop réellement ce qu'ils doivent faire. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas en faire non plus des personnages méchants ou leur donner ou leur coller une étiquette. Et je voulais simplement dire, en fait, aujourd'hui, dans certaines mentalités, eh bien, le fait de construire et de pouvoir acheter la nature donne l'impression qu'on aurait tous les droits. Et que du coup, voilà, ce chef de chantier, il dit, mais c'est à moi. Ce bout de forêt est à moi, donc j'en fais ce que je veux. Et en fait, le mouvement des droits de la nature, justement, s'appuie sur une autre forme de réflexion. La propriété sur le vivant conduit aujourd'hui à sa destruction par certains, à sa surexploitation, à l'effondrement de la biodiversité, et au contraire, revoir le fait que eh bien, il y a d'autres manières d'habiter et de cohabiter sur cette planète qui sont plus respectueuses justement à la fois des liens familiaux, des liens d'histoire et d'identité avec nos milieux, mais aussi de la protection de l'avenir. Eh bien, c'est de cette manière-là qu'on peut aborder avec, je pense, beaucoup de subtilité avec les enfants ces questions-là, sans rentrer dans la caricature, mais au contraire en leur donnant ensuite la responsabilité. Et vous, demain, comment vous feriez pour cette forêt à côté de l'école, pour ce lac, cette rivière? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a plein de territoires où on crée des aires éducatives, donc des zones où les enfants sont en directe responsabilité des milieux. Ils travaillent avec les associations, ils travaillent aussi avec la collectivité territoriale. Donc j'espère que cet ouvrage, il pourra leur servir aussi un petit peu de déclic pour amener ces choses-là dans la classe et dire, voilà, pourquoi on n'organiserait pas un parlement de forêt, une assemblée de rivières, où les enfants siégeraient pour être les porte-paroles humains des autres entités naturelles qui composent ces milieux et qui se placent dans la responsabilité d'être des gardiennes et des gardiens de la nature.
Alors on pourrait imaginer que dans les écoles ou classes qui sont dites vertes ou en tout cas en pleine nature, ils sont peut-être un peu plus conscients. Et aujourd'hui ici, on enregistre par exemple à Paris. Est-ce que réellement on devrait peut-être se poser davantage la question? Vous parlez de biodiversité, je ne suis pas sûre qu'un enfant ni de CP ni de 5e arrive à vraiment le définir. Est-ce qu'il faudrait davantage s'engager sur déjà la connaissance réellement de ce qui nous entoure, de cette terre? Ben oui, mais pour ça, il faut sortir dehors. Il faut aller voir. Et même autour de Paris, on a des forêts, on a de la biodiversité. Donc, c'est tout autour de nous qu'il faut faire l'effort d'aller rencontrer les autres Cubains, justement. Mais sortir dehors, faire l'école aussi, dehors, ben oui, sortir, faire ses classes aussi en forêt ou au bord de la rivière. Parce que c'est sûr que quand on ne connaît pas, on a du mal à s'identifier. Mais très régulièrement, je rencontre des enfants. Et le pouvoir, justement, de passer par l'animal... C'est-à-dire, mon fils, quand il regarde le livre, il s'émerveille de ce cerf, il s'émerveille de l'écureuil, etc. Et donc, les enfants ont vraiment un attachement, une curiosité pour ces entités naturelles qui composent la biodiversité au sens scientifique. Et donc, leur capacité de se projeter, elle est plus forte quand on passe par des messages positifs. Voilà, et l'engagement aussi. Merci beaucoup d'être venue, Marine Calmet, sur le plateau du Grand JT. Les Gardiens de la Forêt Enchantée, c'est paru aux éditions Attise et c'est illustré par Delphine Balme, que l'on salue, bien entendu. Merci beaucoup d'être venue. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. C'est aujourd'hui que débute la 36e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Cette année, le thème est le suivant. Où est l'info? En référence à Où est Charlie? Effectivement, on le cherche, ce petit personnage avec ce bonnet rouge. C'est un petit peu l'idée justement de ce thème. Chercher, débusquer l'info, mais la bonne information. Oui, l'objectif, c'est de revenir sur les fondamentaux de l'éducation aux médias et l'info. Un thème qui est ô combien important alors qu'il y a un mot qui revient dans l'actualité, c'est celui de fake news. On n'a jamais autant prononcé ces deux mots. Ces fausses informations, et ce à cause du manque de régulation sur les réseaux sociaux, mais aussi par la voix de certaines personnalités ou encore de certains présidents. De ce fait, les rédactions nationales et internationales ou encore plus locales ont dû s'adapter avec des pôles de journalistes qui ont pour but de fact-checker, c'est-à-dire de vérifier les informations. Alors cette semaine, comme vous le savez, elle se déroule de la maternelle au lycée. Les élèves vont comprendre, décrypter l'univers des médias, apprendre à vérifier les sources, l'information. D'ailleurs, il y a des centaines de médias qui sont partenaires, qui vont accompagner cette initiative en offrant des journaux, des magazines, des contenus, des podcasts par exemple, pour donner accès à une diversité d'informations et faire découvrir à ces élèves la pluralité des formats et surtout des points de vue. Alors rassurez-nous, est-ce que les jeunes s'informent encore aujourd'hui? Oui, la réponse est oui. C'est une bonne nouvelle. Focus sur le baromètre 2024 de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. C'était pour l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Un questionnaire qui a été fait en ligne donc dans l'Hexagone et par téléphone pour les Outre-mer. 4500 jeunes sondés sur une tranche d'âge entre 15 et 30 ans. Les résultats sont les suivants. 7 jeunes sur 10 se tiennent informés de l'actualité, des actualités même, plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Alors, il y a quand même une chose à noter, c'est que cela varie en fonction de l'éducation. Au plus le foyer s'informe, au plus les jeunes vont faire de même. C'est 1 jeune sur 2 environ. A contrario, vous l'aurez compris, les jeunes qui ont grandi dans des familles où l'actualité n'était pas trop écoutée, 22 des sondés s'informent uniquement par rapport à ces jeunes interrogés. À noter aussi que le suivi quotidien des actualités progresse avec l'âge et s'explique aussi en fonction des centres d'intérêt ou encore de la formation. Oui, si on parle de l'âge, quand même 30 ans, dire qu'on est jeune, c'est bien, mais bon, voilà, c'est quand même 15-30 ans en l'occurrence. Alors, quels sont les sujets qui attirent et comment les jeunes s'informent-ils? Alors, il y avait 14 thèmes qui ont été proposés. Alors, les jeunes sont attirés le plus souvent par le sport, par les faits divers, la politique nationale, l'environnement ou encore le climat et la politique internationale. Et si les plus de 30 ans privilégient encore la télévision pour se tenir au courant, ce sont les réseaux sociaux qui attirent et qui constituent la principale source d'infos pour la moitié des 15-30 ans, que ce soit Instagram, TikTok ou encore YouTube à travers les vidéos, notamment de certains youtubeurs spécialisés ou spécifiques à l'actualité. Mais c'est bon de le noter, les jeunes portent quand même un regard assez critique sur les réseaux sociaux. Ils considèrent qu'il y a beaucoup, on en revient à cela, de fausses informations, de faux contenus. Ils continuent d'ailleurs de s'informer via la télé, les sites internet spécifiques, ceux des médias traditionnels, en plus des réseaux. Et puis ce qui attire et ce qui fonctionne toujours, peut-être un côté Madeleine de Proust, je sais pas, la télévision et les journaux de 13h et de 20h, oui, ça continue d'occuper une place très importante dans le quotidien justement de ces jeunes. On a 26% des sondés qui regardent aussi les chaînes d'infos en continu. Là aussi, ça fonctionne bien.
En complément de cette journée, vous vouliez, Guillaume, mettre en avant une association qui se déplace dans les établissements scolaires pour sensibiliser et informer, si je puis dire, à l'information. Exactement, ça s'appelle Lumière sur l'info, c'est son nom. En fait, elle regroupe différents journalistes, qu'ils soient issus de la radio, de la télévision, de la presse écrite ou encore du web, en activité, retraités, qui souhaitent en fait partager leur expérience et sensibiliser les jeunes à l'actualité. Alors comment est-ce qu'elle est née, cette association ? Je propose d'écouter son président bénévole, il est aussi journaliste pour TF1, c'est Damien Fleureau, je l'avais rencontré il y a quelques temps, on en avait parlé dans la quotidienne ici même. Elle est venue en 2016 par un collectif de journalistes. On est alors 1 an après les attentats de Paris. Circule énormément de désinformation, de rumeurs sur ces attentats de Paris. À la fois les commanditaires, le mode opératoire, l'enquête, etc. Et ces journalistes, au gré de reportages sur le terrain, sont confrontés à des paroles d'adolescents notamment qui disent ces attentats n'ont pas eu lieu ou pas comme on le présente à la télévision ou dans les médias. Donc ce collectif de journalistes s'est dit il faut qu'on raconte la façon dont les journalistes travail, leur manière d'aller chercher de l'information, la collecter, la vérifier, la transmettre, la diffuser. Et c'est comme ça que l'association Lumière sur l'info, elle est née. Alors l'association, elle se déplace à la demande en fait des établissements, collèges, lycées, autres établissements aussi d'accueil des jeunes. C'est un ou une journaliste en fait qui intervient dans la salle de classe, qui va y tenir des ateliers, comment on crée un journal, comment s'organisent aussi les tournages, les coulisses d'une rédaction. Écoutez justement Damien Fleureau à ce sujet. Des rencontres, des ateliers, des débats où on raconte cette fabrication de l'info aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. On espère que les parents de ces collégiens seront sensibilisés, peut-être par les enfants, ou auront envie de se tourner vers l'association pour assister ensuite à une conférence dans un autre lieu, par exemple à la mairie, à la maison de quartier. On essaye, à Lumière sur l'info, d'ouvrir les portes et les fenêtres de cette éducation aux médias, de ne pas cantonner ces séances, ces ateliers à la salle de classe. Ce sujet, il doit être porté par les professeurs, il doit toucher directement les écoliers, les collégiens, les lycéens, mais bien plus largement, en fait, c'est tout au long de la vie qu'on doit se former à l'éducation aux médias. Si vous êtes professeur, si vous êtes parent, si vous êtes élève ou enfant ou ado et que vous souhaitez justement en savoir un peu plus sur l'association, rendez-vous sur le site internet lumière.info, lumière avec un S, et vous pouvez faire aussi des demandes pour qu'ils puissent intervenir au sein des établissements. Donc pour les repas de famille, ça peut être sympa aussi. Oui, ça peut mettre de l'ambiance, ça c'est sûr. Merci beaucoup, merci Guillaume. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. L'éducation nationale, elle n'apprécie pas forcément que les entreprises lui donnent des conseils. Les conseils, on ne les donne pas qu'à l'éducation nationale, on donne à tous les acteurs de l'orientation. Les collectivités jouent aussi un rôle. Le constat, il est partagé. Je pense que tout le monde a un doute sur l'orientation et plus on se rend compte que c'est une politique publique qui ne marche pas ou qui ne marche pas assez bien, en tout cas qui ne répond pas aux attentes d'abord des jeunes, de leurs parents, et puis effectivement des entreprises. On est à un moment de l'histoire où les entreprises ont besoin de talents à tous les niveaux de formation, et les talents, on n'arrive pas à les attirer, on n'arrive pas à les former. Donc posons cette question, faisons-en un grand débat national, une grande question, une grande cause nationale. C'est ce que vous proposez effectivement dans les 14 propositions. Le point d'entrée du livre, ce sont un certain nombre de chiffres, on ne va pas tous les donner, il y en a trop, je vais en retenir quelques-uns. 83% d'élèves se déclarent angoissés au moment de formuler leurs vœux sur Parcoursup. Parcoursup, si vous me permettez, c'est un peu le coupable idéal. C'est une espèce de guillotine, tout le monde se concentre, l'anxiété, elle est sur Parcoursup. Or, en fait, Parcoursup raconte quoi ? Que l'orientation ne marche pas en amont et qu'elle ne marche pas non plus en aval. C'est-à-dire que ce qui est aussi important, c'est qu'on soit des orienteurs, des propres entrepreneurs de notre orientation. Les actifs vont avoir des questions à se poser parce que les jeunes vont changer une dizaine de fois de métier. Donc cette culture de l'orientation, nous ne l'avons pas. Alors, on fait souvent, comme souvent en France, on trouve un coupable idéal. Et c'est Parcoursup, qui n'est qu'un outil qui fonctionne plutôt de mieux en mieux chaque année, il faut le dire. Rappelons-nous, moi je suis du Jurassique. Vous allez nous parler de 36-15 Ravel. Voilà, je suis du Jurassique. Honnêtement, un système où il fallait être le premier à taper sur le Minitel, c'est mieux que Parcoursup. Moi, je suis avant le Jurassique, mais je ne sais plus quand c'est. Il fallait faire la file, la queue à la fac. Honnêtement, c'est un outil. Il a les défauts d'un outil, mais il a aussi les qualités d'un outil. C'est un outil qui marche de mieux en mieux. Quel est votre handicap, Julie ? Alors moi, j'ai une maladie qui s'appelle Strumpel-Lorrain. C'est une maladie neurologique qui crée de la spasticité dans les membres inférieurs. D'accord. Mais encore une fois, vous commencez à en parler. Vous dites que si vous vous présentez aujourd'hui à Miss et Mister Handy France, c'est avant tout pour faire la lumière de la situation de votre fille ? C'est ça.
J'ai ma fille qui est déclarée TSA, du coup elle a un trouble du spectre de l'autisme. En soi, c'est pas forcément le handicap qui pose problème, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, parce qu'en tant que parent, c'est très compliqué d'être pris au sérieux en fait. On explique les difficultés et on est écouté par personne. Faut savoir que la plupart des professionnels de santé ne sont pas formés. Donc, comme il n'y a pas de formation, il y a surtout des jugements. Et il y a énormément de parents qui ont des enfants en situation de handicap, surtout avec un TSA qui est invisible, en fait, qui fait que on est jugé, on a des suspicions de maltraitance parce qu'il ne se développe pas comme un enfant lambda. Il y a des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, des problèmes au niveau de la motricité, souvent la motricité fine. Et c'est quelque chose qui m'a posé énormément de problèmes et où j'ai énormément souffert parce que j'ai dû me battre pour obtenir des droits. Aujourd'hui, ma fille, moi, elle est prise en charge à 100% et elle a tout ce qu'il faut, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. Et malheureusement, quand on parle de chance en 2025, je trouve ça un petit peu dramatique en France, quoi. Ouais. Marion, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui d'avoir un numérique qui est accessible à tous? Vous êtes parti d'un constat, en fait, avant de créer ce consortium. On est parti d'un constat, tout à fait. Vous l'avez dit, 12 millions de personnes en situation de handicap en France, c'est plus d'1 milliard de personnes en situation de handicap dans le monde. Et donc, ces 1 milliard de personnes ont du mal à consommer et à naviguer en ligne aisément. Et à contrario, 70% du web n'est pas accessible. Donc, ces personnes ne peuvent pas utiliser les services nous, on a l'habitude d'utiliser, payer ses impôts en ligne, communiquer, postuler pour un job. Et donc aujourd'hui, l'accessibilité numérique est un sujet aux enjeux majeurs. Ouais. Vous l'avez dit également, les lois et les référentiels encadrent l'accessibilité. En revanche, on vient de fêter les 20 ans de la loi handicap et malheureusement, le constat est encore dramatique. L'accessibilité numérique n'est pas prise en compte par les entreprises et par les marques. Il y a quelques années, pas tant que ça, on prévenait les jeunes, on leur disait vous allez changer d'emploi 5-6 fois dans votre carrière. Aujourd'hui, vous avancez le chiffre de 13 à 15 changements. Ça veut dire, allez, même si on bosse jusqu'à 70 ans après la réforme des retraites, des changements tous les 4 ans en moyenne? C'est une rencontre à la fois de la culture des jeunes qui cherchent du sens et qui parfois ont envie de changer. Et puis, c'est un marché du travail qui bouge beaucoup plus. 200 000 emplois dans le domaine de la métallurgie, de l'industrie à trouver. Ce ne sont pas... Les départs à la retraite pèsent 40 000. Le reste, c'est des gens, des actifs qui changent ou des jeunes qui ont envie de trouver une autre voie. Donc, ces mouvements-là, ce turnover, il va être encore plus important qu'auparavant. Et il faut se préparer, se former à ça. Ça ne renvoie pas seulement à la nécessité d'avoir une bonne formation initiale et une bonne orientation, ça renvoie à un autre sujet qui vous est cher, et là je parle à l'ancien patron du Conservatoire national des arts et métiers, c'est celui de la formation pour adultes, où là aussi, par rapport à d'autres pays, particulièrement par rapport à l'Allemagne, on rame. Malheureusement, dans notre pays, on a encore tendance à se définir par notre diplôme initial, par l'année de promotion d'une grande école, et on a l'impression que tout s'arrête. Ce qui a beaucoup changé par rapport aux époques antérieures, c'est qu'une compétence... Moi, j'ai grandi avec l'idée que mes compétences, elles allaient durer pratiquement toute ma vie professionnelle, 20 à 30 ans. Aujourd'hui, une compétence dure 2 ans. Les DRH le disent tous. Donc, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on bouge, et il faut qu'on soit très mobile en termes de compétences. Et c'est vrai que la formation continue, la formation tout au long de la vie, c'est essentiel. Or, on se heurte à un autre réflexe qui est que ce n'est pas forcément naturel de suivre des formations. Prenons le rapport Draghi, le rapport européen. Oui. Il dit que 60% des actifs doivent avoir une formation chaque année. Suivons, pour une fois, ce que l'Europe nous... 60%, vous avez en tête 60% d'annuels. Combien on en est? Là, c'est tous les actifs européens, donc c'est un chiffre... en France, on est plutôt à une vingtaine de pourcents. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, en 2025, à participer à Miss Handicap France? C'est vraiment pour l'inclusion à l'école, donc... au niveau des enfants, de tout public, on va dire. Et au niveau du harcèlement, il y a un grand message à faire passer, on va dire, pour que ça change. Et pour mettre le handicap plus en valeur que... Parce qu'après tout, on a une différence, mais tout le monde est différent, soit... On est différent, on est différents et plus ou moins élevés que les autres.
S'agissant de votre parcours scolaire, comment est-ce qu'il s'est passé? Est-ce que vous avez subi du harcèlement? Oh oui, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça que je veux en parler, sensibiliser le grand public et surtout à partir de l'école primaire. Et vous avez été scolarisé dans une école classique? Vous avez suivi un parcours classique? Oui, tout à fait. J'ai fait un CAP petite enfance, après j'ai fait un bac pro secrétariat, j'ai été en vente à Paris. Et du coup, ça a été... en fait, mes parents et moi, on s'est un peu battus pour que j'aille dans des écoles classiques, on va dire. Dans ce cadre, vous lancez un module gratuit de sensibilisation à destination des écoles et universités, un module de 2 heures. Tout à fait. Ça. Un module e-learning de 2 heures. Donc, c'est une sensibilisation qui retrace les basiques de l'accessibilité. Parce que, croyez-le ou non, on s'est rendu compte que les étudiants qui sortaient d'école du digital n'avaient jamais entendu parler de l'accessibilité numérique. Et donc, on pense qu'il est de notre devoir d'apporter, en tout cas, une première réponse et une sensibilisation à l'accessibilité numérique. Comment ça se fait que les formations classiques, aujourd'hui, elles ne prennent pas en jeu ces enjeux, justement, en considération? Parce que, est-ce que le sujet est le même que ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un manque quelque part de compréhension du problème aussi et de formation, parce qu'en fait, dans les boîtes, ce sujet n'est pas au cœur des problématiques. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut des personnes en situation de handicap pour vraiment comprendre comment ça fonctionne? Alors, dans tous les cas, oui, parce que je pense que quand on parle d'accessibilité numérique, pour des personnes en situation de handicap, il faut créer des projets avec et pour. Donc, c'est important de pouvoir les introduire. Et je pense que ma réponse est double. Il y a un manque de professionnels formés, donc d'enseignants qui seraient en capacité de produire du contenu pour donner ces cours en accessibilité numérique. Et on le voit de plus en plus, les marques commencent leur transformation et elles le commencent que seulement, même si on y revient, mais la loi a 20 ans. Et donc, elles cherchent des talents qualifiés. Et donc, c'est un sujet qui commence un petit peu à émerger, puisque la demande émane des entreprises qui cherchent des talents qualifiés pour mener ces travaux. Et aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de ces talents. Et donc, c'est pour ça qu'avec un consortium d'acteurs engagés, nous avons souhaité apporter une première pierre à l'édifice. C'est pas suffisant, mais au moins une sensibilisation, pas besoin de prérequis, donc accessible pour tous, qui retrace les basiques de l'accessibilité, la définition, les différents handicaps, les obstacles, et on a essayé de produire un contenu ludique et intéressant aussi pour une cible de jeunes et d'étudiants. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous. Merci Guillaume pour l'info et la chronique. Enfin, les infos. Ouais. Vous revenez vite, je l'espère. Oui, vendredi. Ah ben voilà, c'est noté. Merci également à toute l'équipe en régie, à la réalisation aujourd'hui Romain Luc, le son Mickaël Fristo, le maquillage Amélie Schwicker, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.